Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil. À ce titre, nous avons invité ce soir le docteur Ihsan Rougui, pneumologue et coordinateur de la clinique du sommeil à l'hôpital Saint-Jean. Merci d'être avec nous. Nous remercions également Clément Le Tesson, si je le dis bien, Oui, c'est tout à fait correct. Le Tesson, psychologue spécialisé dans les troubles du sommeil, qui vient aussi de la clinique Saint-Jean. Exact, voilà. Merci de nous recevoir. Merci. Alors, je rappelle que l'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille, situé à Chaussée de Louvain 51 à Saint-Josse. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8 et nous répondons également à toutes vos questions par téléphone ou par SMS au 0488 106 800. Alors, savez-vous que seulement 10% des Belges estiment dormir suffisamment ? 3/4 de la population rapportent souffrir d'apnée du sommeil, d'insomnie, de narcolepsie. Donc les troubles du sommeil qui empêchent les Belges de bien dormir sont bien nombreux aussi. Pourtant, 1/3 avouent ne rien faire pour remédier à la situation. Autre statistique troublante qui est relatée en Europe, 20 à 30% des accidents de la circulation sur autoroute sont dus à de la fatigue et à l'endormissement au volant. Avec ces données, nous comprenons donc l'importance de l'organisation de la Journée internationale du sommeil qui se déroule cette année le 18 mars et donc nous allons en parler ce soir. Alors je vais commencer avec notre docteur. Alors je préfère dire coordinatrice, on peut mettre les noms féminins maintenant. Hein. Oui, peu importe. Moi ça m'est égal, franchement j'ai aucun souci avec ça. Pas de problème, donc coordinateur ou coordinatrice de la clinique du sommeil. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire votre rôle au sein de cette clinique en particulier ? Oui. Donc moi je suis pneumologue au départ, avec un tropisme pour le sommeil et pour la médecine du sommeil. Et donc dans notre clinique du sommeil, notre laboratoire du sommeil, on va dire ça comme ça, on reprend tous les patients qui présentent des troubles du sommeil au sens large, parce que troubles du sommeil, ça veut tout dire et rien dire. Et donc, on traite effectivement des patients qui ont des apnées du sommeil ou qui viennent avec des plaintes d'apnée du sommeil rapportées par le patient ou par la famille, le compagnon, la compagne. Des patients qui viennent avec des troubles du sommeil plutôt de type insomnie, raison pour laquelle Clément et moi travaillons ensemble. Voilà, c'est principalement ça. Et puis, il y a des maladies plus rares. Hein. Vous avez cité, par exemple, la narcolepsie. C'est des maladies qui sont rares, très rares, mais c'est des maladies qui doivent être absolument diagnostiquées. Donc, à pas banaliser, d'où l'importance de bien connaître ces sujets-là, et pas banaliser, effectivement, parce que voilà, c'est clairement sous-estimé. C'est des diagnostics qui mettent énormément de temps à être posés, parce que c'est pas si évident. Et les troubles du sommeil, de manière générale, voilà, c'est un peu, entre guillemets, maintenant, on a cette impression, hein, même je pense les gens, que la médecine du sommeil est mieux connue maintenant, plus approfondie, d'où voilà, le réseau de spécialistes en sommeil plus important et des prises en charge aussi qui sont beaucoup plus accessibles à la patientèle, aux patients, aux personnes qui se plaignent et les différentes modalités et possibilités de prise en charge qu'on peut leur proposer. Mais c'est vrai qu'on se poserait la question, tiens, finalement, qu'est-ce qu'un pneumologue va faire en clinique du sommeil ? Alors, effectivement, en fait, la médecine du sommeil, elle n'appartient pas à un service, à une spécialité. C'est vraiment une médecine qui est multidisciplinaire. Ça, c'est hyper important à intégrer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pourquoi un pneumologue ? Parce que dans les troubles du sommeil, de manière très générale, il y a le fameux syndrome des apnées du sommeil. Et donc, le syndrome des apnées du sommeil, c'est quoi ? C'est un patient qui dort et qui, pendant son endormissement, fait des apnées, donc des arrêts de la respiration ou des ralentissements de la respiration. Ces arrêts ou ces ralentissements, ils peuvent être liés à des maladies pulmonaires, d'où l'importance du pneumologue, lié à des anomalies de ce qu'on appelle la ventilation, la manière dont on respire de manière spontanée, d'où l'importance effectivement du pneumologue, mais ça peut être également lié à des maladies cardiaques, d'où le réseau et la multidisciplinarité, à des maladies neurologiques, des patients qui ont des maladies de Parkinson sont des patients qui vont avoir des troubles du sommeil de manière très générale de type insomnie ou des vrais troubles du sommeil plus spécifiques, comme ce qu'on appelle des RBD, mais on ne va pas entrer dans les détails. Il y a les ORL aussi qui interviennent. Clément, psychologue, bien sûr, voilà, avec qui je travaille. Et c'est hyper important d'avoir cette vue très générale de cette médecine du sommeil. Il n'y a pas un spécialiste pour la médecine du sommeil. Spécialistes on est plusieurs et c'est ensemble, je pense, qu'on peut apporter vraiment des bonnes solutions et des solutions adéquates aux patients
Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble et qu'il m'est d'une aide très, très, très précieuse. Oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir aussi que parfois les troubles du sommeil sont liés au psychisme, tout simplement. Donc, alors vous, Monsieur Le Tesson, vous êtes psychologue spécialisé dans les troubles du sommeil. Comment vous venez en aide aux personnes qui présentent des difficultés de sommeil ? Alors, comme le docteur Rougui l'a mentionné, en fait, il y a une grande partie des troubles du sommeil qui ne sont pas réellement d'origine organique, mais qui sont en fait plutôt causés par des mauvaises habitudes de sommeil, par des croyances ou des attitudes que le patient vis-à-vis de leur sommeil. Et en fait, pour essayer de lutter au quotidien contre leurs difficultés, ils vont mettre en place des stratégies qui, ils vont avoir l'impression, vont les aider à gérer les effets du manque de sommeil sur leur quotidien, mais qui, au fur et à mesure, vont venir chroniciser les difficultés. Typiquement, je dors mal une nuit, le lendemain, je vais aller de plus en plus tôt au lit et me réveiller plus tard. Ou au contraire, si j'ai dormi mal une nuit, je vais prendre des médicaments pour m'aider à mieux dormir. Et en fait, ce genre d'attitude va venir ancrer les difficultés sur le long terme. Et donc moi, mon implication en tant que psychologue, c'est justement de faire prendre conscience aux patients de ces difficultés, de ces mauvaises habitudes qu'ils ont, et de les aider en fait à les déconstruire au quotidien. Donc en fait, je travaille principalement sur ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil, oui, c'est ça. Les bonnes habitudes à avoir. C'est un peu de la psychoéducation, comme évidemment. Il y a beaucoup de psychoéducation. Et une grosse partie de mon travail vient en fait d'expliquer aux patients les mécanismes du sommeil et de leur faire prendre conscience en fait comment leurs habitudes au quotidien vont venir jouer sur tel ou tel mécanisme. Ouais. Alors évidemment, il y a quelques petites spécificités, notamment quelqu'un qui a des grosses difficultés de sommeil, il va y avoir un gros impact sur son quotidien, de la fatigue, un manque de motivation, des sentiments dépressifs, de l'anxiété, etc. Et donc en fait, une partie de mon travail va viser aussi à essayer de mitiger l'impact de ces difficultés sur leur quotidien. Donc il y a aussi un aspect un peu thérapeutique aussi, c'est de voir un peu quel impact ça peut aussi avoir sur leur morale, leur quotidien, etc. D'accord. Et donc, vous les accompagnez là, en plusieurs séances, je suppose. En plusieurs séances. Donc, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, généralement, il y a une anamnèse assez complète de la situation du sommeil du patient. On pose beaucoup de questions, savoir d'où viennent les difficultés, comment elles se sont ancrées. Est-ce que c'est plutôt une insomnie de réveil pendant la nuit ou une insomnie d'initiation, etc. Ensuite, généralement, une session de ce qu'on appelle de psychoéducation, d'éducation thérapeutique, où on va expliquer au patient ce qu'il se passe pendant son sommeil, pourquoi il ne dort pas, ce qui pourrait le causer, etc. Puis on essaye par la suite, par plusieurs séances, à modifier certains comportements. Typiquement, un comportement qu'on retrouve beaucoup chez les patients insomniaques, c'est qu'ils restent trop longtemps au lit. Or, ce qui est très important, c'est que la nuit se construit déjà pendant la journée. Et en augmentant le temps passé au lit, on va diminuer la longueur de la journée et donc le besoin de dormir. Oui, parce qu'on dit à son cerveau qu'on est dans le lit, en fait. Et donc, exactement. On lui dit qu'on a déjà enclenché le truc pour dormir, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis aussi, du fait que vous restez éveillé moins longtemps en journée, votre corps dépense moins d'énergie. Et donc développe moins de besoins de sommeil en quelque sorte. Ah oui, ça c'est vrai que j'avais déjà discuté de ça avec des patients qui me disaient du coup comme je dors mal la nuit, je fais des grosses siestes la journée. J'ai dit oui, mais normalement on a un capital sommeil en fait. Donc si on a un capital sommeil, c'est logique. Si par exemple je dois dormir 8 heures par jour mais que j'en dors 4 la journée, j'en dormirai que 4 la nuit, ça me semble logique. Donc du coup, je suis pas spécialisée en sommeil mais je suis bonne en calcul. Juste. Tout à fait. Du coup, je me suis dit il y a un bug là. Donc oui, donc c'est tout à fait ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça. On en parlera peut-être aussi tout à l'heure, mais il y a plus on vieillit, moins on dort. Tout à fait. Et il y a des personnes âgées aussi qui par exemple disent oui mais je suis insomniaque, mais en réalité elles dorment 6 heures d'affilée. C'est normal. Mais en fait elles vont dormir par exemple à minuit, elles me disent oui mais je suis déjà debout à 6 heures du matin. Ouais, ou alors elles dorment à 11 heures, elles sont debout à 5 heures du matin. Et alors elles disent mais je comprends pas. Je dis mais 6 heures je crois que c'est normal à votre âge en réalité. Et en fait justement c'est un gros problème, c'est les attentes irréalistes que les personnes pourraient avoir par rapport à leurs besoins de sommeil. Vouloir absolument avoir besoin de 8 heures de sommeil ou dormir 8 heures alors que votre corps n'en demande que 6 peut générer des difficultés de sommeil et de l'insatisfaction. Ah c'est vrai, moi des fois je me dis oh aujourd'hui je vais aller dormir tôt, comme ça je vais dormir 10 heures, comme ça demain je vais être en super forme et 8 heures plus tard je suis super réveillée. Oui. Je me dis mais pourquoi tu veux pas dormir? 10 heures c'était bien. Non, 10 heures je dors plus 10 heures, je dors vraiment mes 8 heures et quand je dors mes 8 heures je suis en pleine forme et c'est vrai en fait on s'impose ça. On veut s'imposer des heures de sommeil et ce qui est important je pense même pour la population de manière générale, c'est avoir des messages qui sont clairs et leur expliquer c'est quoi la normalité en fait finalement. Parce qu'on parle même à la télé, on parle souvent de 8 heures de sommeil, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de nombre d'heures à avoir y a des gens qui pour se sentir bien. Il y a les petits dormeurs, il y a les gros dormeurs. Il y a des gens qui avec 5-6 heures sont très bien. Il y a des gens qui ont besoin de 8 heures. Il y a des gens qui ont besoin de 10 heures. Maintenant, bien sûr qu'il faut faire la part des choses dans tout ça et faire le ménage. Et puis, comme dit mon collègue, il
faut les aider justement à déconstruire un petit peu toutes ces idées reçues par rapport au sommeil. Et par exemple, typiquement, effectivement, la personne âgée, même ma maman, par exemple, bon, qui n'est pas très âgée, mais qui est plus âgée que moi, me dit « Ah, mais voilà, je dors moins maintenant. » Mais en fait, c'est physiologique. Ben hein. oui. Avec les années, on dort de moins en moins, Et on bouge effectivement. moins aussi, donc Tout à fait. forcément on est moins Tout à actif, fait, donc ouais. on dépense moins Tout à d'énergie, fait. donc on est forcément moins fatigué. Enfin, je pense. Tout à fait. À moins qu'il y ait des personnes âgées qui Non, non, fassent du c'est- crossfit et tout. Non, non, c'est moins le cas. On en Effectivement. a moins aussi, donc voilà, du coup, c'est plus compliqué. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être, Dr Guy, peut-être nous dire qu'est-ce qui se passe quand notre corps s'endort? Mais donc, quand on s'endort, si vous voulez, donc le mot le dit en lui-même, il y a un espèce de repos du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de manière objective, hein, la fréquence cardiaque va diminuer. La saturation en oxygène reste normale, mais on peut avoir des petits moments où la saturation va être un peu plus basse, donc l'oxygénation un peu plus basse, sans que ce soit anormal, hein, évidemment. On va avoir une relaxation des muscles également, donc les muscles vont se relâcher, et pendant les différents stades de sommeil, de manière plus ou moins importante. Et le cerveau aussi, pendant la nuit, a besoin, en fait, entre guillemets, de ce sommeil pour pouvoir se recycler. Ça, c'est primordial. Hein. C'est pour ça qu'on dit, ça fait bateau de le dire, que le sommeil, c'est vital, mais c'est le cas. Hein. On a besoin de dormir. Si on ne dort pas, on meurt, en fait. Hein. C'est ce qui se passe. Donc, c'est ça, le sommeil. D'où l'importance, quand on sait ce que ça représente, d'avoir et d'adopter les bons comportements pour pouvoir avoir un sommeil, entre guillemets, le plus réparateur pour soi et le plus proche de ce qu'on attend, en fait, hein, de lui, entre guillemets. Donc D'accord. voilà. Donc il faut quand même avoir conscience de ces choses-là. Tout à fait. D'accord. Et on n'en a pas toujours conscience. Et puis voilà, on n'a pas toujours accès à toutes les bonnes informations. Et donc notre but, c'est aussi ça, hein, c'est d'aider les patients, de les orienter. Quand il y a un souci, comme disait mon collègue, organique, donc vraiment médical, voilà, bah, on est là en tant que médecin pour prendre en charge ce problème-là. Il y a des patients qui vont arriver en consultation qui vont dire: je dois faire un test du sommeil, j'ai des difficultés pour respirer la nuit. Non, pas forcément. C'est pas forcément des apnées, les difficultés pour respirer la nuit. Ça peut être un patient qui est asthmatique, en fait, hein, Oui. et qui n'est pas traité. Allergique aux acariens. Par exemple. Exactement, Voilà. exact. Ou au pollen de graminées. Ouais. C'est la période. Donc on peut et être oppressé, mais parce qu'on est asthmatique et pas du tout parce qu'on a des apnées. Donc c'est tellement vaste que je pense que c'est important d'avoir une personne qui va un peu centraliser toutes ces plaintes, faire le tri. Et puis, d'où l'importance aussi, on dit l'anamnèse, donc de l'interrogatoire. Avec l'interrogatoire, on a 90% des réponses à nos questions, en fait, hein, finalement. Et puis, nous, ce qu'on fait, je pense, on les guide, en fait, les patients. Hein, Bien sûr. du mieux qu'on peut et de la manière la plus bienveillante possible. Et donc, voilà, en répondant à leurs attentes, du mieux qu'on peut. Et de la manière la plus naturelle aussi possible, évidemment. C'est vrai que c'est pas toujours évident et puis Non. il faut s'adapter aussi aux personnes qu'on a en face de nous, je Mais suppose, de évidemment. l'âge, du développement, de la Du capacité de profil aussi du compréhension, patient. etc. Tout à fait. Monsieur Le Tesson, alors quels sont les différents rôles du sommeil? À quoi ça sert finalement de dormir et quel rôle ça peut avoir sur la santé mentale, Sur par la exemple? santé mentale. Question difficile. Hein. Question difficile, question assez difficile, mais je pense qu'une très bonne façon de savoir, de connaître les rôles du sommeil sur la santé mentale, c'est de voir ce qui se passe sur la santé mentale lorsqu'on ne dort pas bien, Bah oui. en fait. Si vous passez une très mauvaise nuit de sommeil, vous allez être beaucoup plus irritable, vos émotions vont être beaucoup plus labiles, vous allez passer du rire aux larmes beaucoup plus facilement, vous pourrez éventuellement avoir des problèmes de mémoire aussi, vous souvenir moins des choses, des difficultés de concentration, par exemple. Et puis, évidemment, la chose qui nous arrive souvent au quotidien également, c'est des difficultés au niveau de la gestion du stress et de Ouais. l'anxiété. En à fait, fait. être moins capable de faire face aux événements, d'avoir moins de ressources. Et donc, alors, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont montré qu'en fait, l'accumulation d'une dette de sommeil, d'un manque de sommeil, va rendre les gens beaucoup plus susceptibles à des problèmes de burn-out, par exemple, à des problèmes de dépression, à des problèmes de troubles de l'humeur, comme des troubles de l'anxiété, ce genre de choses. Oui, moi j'avais comme ça, quand même une consigne, une personne qui dort pas depuis 3 jours, 4 jours, il faut quand même l'hospitaliser parce que bon, on avait eu des cas comme ça de décompensation avec des gens qui hallucinaient parce qu'ils dormaient pas la nuit. Ouais. Donc on peut arriver à des cas comme ça très très graves aussi. A priori, le corps a besoin de sommeil. Donc la personne finira par tomber endormi de manière naturelle au bout d'un certain temps. Il aura des micro-sommeils ou des choses comme ça à différents moments. Mais c'est clair et net qu'en fait, il y a une différence entre avoir la perception de ne pas Tout à dormir fait. Ah oui. Ouais, c'est ce et que le j'allais vrai dire. sommeil effectif, en Ouais, fait. on croit qu'on dort pas, mais des C'est fois, subjectif, en même fait, en c'est le voiture. ressenti. Ouais, C'est le ouais. ressenti. On Tout croit à qu'on fait. n'a pas dormi, on a peut-être Exactement. dormi. Mais on voit ça, nous, parce que nous, on travaille avec des réfugiés, par exemple, et qui ont vécu des traumatismes, Ouais. donc dans notre centre à l'espace santé famille. Et certains nous disent, bah voilà, et c'est vrai, on les voit arriver, ils sont vraiment dans des états mais catastrophiques. Ça fait genre 3-4 jours qu'ils n'ont pas dormi, quoi. Mais c'est des états Et- extrêmes.
extrême. Je pense, Oui. je pense que là, ça peut être une des exceptions où effectivement les patients ont peut-être eu 2 nuits ou 3 nuits où ils n'ont pas dormi. Oui. Mais finalement, comme dit Clément, ils vont Ça finir par s'endormir. Ouais. Et là, c'est parce que c'est des gens qui ont vécu des atrocités. Ouais, ils ont peur et donc, de c'est des gens qui s'endormir. n'arrivent pas Ouais. à dormir Ouais. parce qu'ils ont des images de ce qui leur est arrivé ou de ce qui est arrivé à leur famille tout le temps en face des yeux, en fait, C'est ça. finalement. Mais pour reprendre par rapport à ce qu'il disait, donc c'est vraiment, surtout pour les patients qui ont des insomnies, qui viennent en consultation et qui se plaignent de ça, c'est vraiment la perception. Vous leur travaillez perception. aussi sur la perception, Oui, pas que bien sur la sûr. vraie insomnie. Par exemple, imaginons qu'ils dorment vraiment, mais qu'en réalité, eux ne sont pas Sur les deux, mais bien réparateurs. sûr, bien sûr. D'accord, ok. C'est là toute l'utilité de l'éducation thérapeutique Tout aussi, à fait. en fait. Ouais. Mhm. De le faire prendre conscience qu'en fait, sommeil et veille ne sont pas nécessairement 2 extrêmes d'un même continuum, Tout et à qu'en fait. fait, vous pouvez être endormi, mais votre système d'éveil est tellement actif qu'il va venir perturber votre sommeil, vous Ouais. donner l'impression que votre cerveau est actif tout le temps pendant la nuit. J'ai beaucoup de patients en consultation qui me disent « je sais que j'ai dormi, mais j'ai l'impression d'avoir pensé toute la nuit Ouais, c'est ça. ». Et Ils en se fait, mettent pas sur off, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, mais c'est comme parfois, j'ai déjà vu des études comme ça sur la conduite, où on voit que parfois on s'endort au volant alors qu'on s'est même pas rendu compte qu'on s'était endormi. Des quoi. micro-sommeils comme ça, Ouais. oui. D'ailleurs, ma voiture me dit parfois, vous êtes fatigué, mais une petite tasse de café comme ça. Je sais pas si vous avez ça aussi sur votre voiture. Ah, Mais ça, moi, moi, j'ai pas ça. si, moi, il me dit, vous êtes fatigué, vous devez vous faire une petite pause. Mais ça, c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, en parlant de pause, on va en faire une aussi. On va faire une petite pause, quelques instants, chers Ok. auditeurs. Il est déjà 18h20. Donc, je vous dis à tout de suite dans Santé pour tous. Voilà, nous sommes de retour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons du sommeil avec nos spécialistes de la clinique Saint-Jean. Et d'ailleurs, je vais retourner vers le docteur Ougui, qui est pneumologue. Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe. Qui est pneumologue. Et on avait envie de savoir un petit peu quels étaient les différents rôles du sommeil sur la santé physique, parce qu'on a parlé juste avant la pause de la santé psychique. Maintenant, quel est le rôle du sommeil sur la santé physique ? Mais le sommeil, entre guillemets, je le disais tout à l'heure, donc il est vital à différents points de vue, entre autres psychique, physique simplement parce que c'est ce qui permet au cerveau de se régénérer, je vais dire ça de manière simple, et de se recycler. Donc il y a vraiment toute une théorie là-dessus, sur un système de drainage ou d'épuration du cerveau pendant la nuit de sommeil. Donc on a besoin du sommeil pour pouvoir avoir un cerveau qui fonctionne, on va dire, correctement. Ça, c'est une première chose. On a besoin du sommeil aussi parce que le fait de mettre au repos certaines fonctions, donc avoir un ralentissement par exemple de la fréquence cardiaque pendant le sommeil, ça permet aussi de manière, on va vulgariser donc la façon de le dire, au cœur de se reposer, entre guillemets, et puis on a besoin tout simplement de déconnecter pour que le lendemain, on soit en forme et que physiquement, il n'y a aucun impact, donc qu'on n'ait pas d'impact d'un mauvais sommeil sur notre santé physique, parce que bien sûr que ça va avoir un impact. Si on ne dort pas bien, on ne va pas être bien de manière générale. Si on n'est pas bien de manière générale, on ne va pas s'alimenter correctement, soit dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre, donc ça, se suralimenter ou ne pas assez s'alimenter, donc avec les dérives qu'on en connaît, avoir des troubles alimentaires dans un sens comme dans l'autre, et puis on développe alors une obésité, qui dit obésité dit hypertension artérielle, qui dit hypertension artérielle dit potentiellement problème cardiaque, problème oculaire, problème rénal, enfin bref, c'est... Donc ça se peut, c'est très vaste, si quoi. on dort mal, ça se peut qu'on développe de l'obésité. Parce Donc, qu'on va moins bien manger. on ne peut pas simplifier ça comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comme ce qu'on entend. Je donne un exemple. Donc, on entend souvent, voilà, si on a un mauvais sommeil ou si le sommeil n'est pas de bonne qualité, on va développer une démence d'Alzheimer. Ça, c'est le truc que j'entends souvent. En tout cas, c'est pas vrai. Faut pas dire ça. Mais on sait que sur du long terme, il n'y a aucune étude qui dit ça. Donc, je rassure les gens, c'est pas vrai. Donc, même si vous dormez pas bien, les spécialistes peuvent aider les patients à mieux dormir, bien sûr, dans la mesure du possible et en fonction des patients qu'on a. Mais on sait que sur du long terme, sur des années de mauvais sommeil, entre guillemets, on en reparlera, on y reviendra, oui, ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle les fonctions intellectuelles, les fonctions cérébrales. Et oui, effectivement, les patients qui ont un sommeil anormal, parce qu'ils ont des apnées du sommeil ou parce qu'il y a des anomalies respiratoires pendant cette nuit de sommeil ou des anomalies cardiaques, on sait que c'est des patients qui malheureusement vont avoir plus tendance à développer par exemple des démences. Mais donc faut pas faire trop de vite. traiter quand même. Mais bien sûr, bien voilà, sûr. c'est ça. Mais il faut pas faire des raccourcis. Et souvent les gens ne traitent pas. Il y a quand même une grosse partie de la population qui se dit bon, je dors pas bien, c'est pas grave, je passe une Mais sale c'était très période. tabou, je crois, Ouais. au début. Ça l'est encore un peu. Ouais. Maintenant, les gens, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus
plus, on en discute beaucoup plus à la télé, par exemple, et ça, c'est très accessible à toute la population. Et donc, les gens se rendent compte que, mais tiens, finalement, je pense que je vais aller consulter un spécialiste du sommeil parce que peut-être qu'il pourra m'aider, qui sait, sans passer par des médicaments, forcément, hein, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, à améliorer ma façon de dormir. Et alors, les troubles du sommeil, c'est plein de choses. Hein. C'est, comme on disait au début de l'émission, c'est des apnées, mais c'est pas que des apnées du sommeil. Hein. Ce serait réduire la médecine si on parlait que de syndrome du sommeil, si on parlait que de syndrome d'apnée du sommeil. C'est bien plus vaste et on sait aider les patients, bien sûr. Mais donc, c'est important d'avoir une bonne hygiène de sommeil, comme une bonne hygiène de vie et comme une bonne hygiène alimentaire. De manière globale, il faut prendre soin de soi. Exactement, exactement. Voilà. Alors, Monsieur Le Tesson, vous allez peut-être nous dire qu'est-ce qu'un bon sommeil, puisque vous faites aussi de la psychoéducation, un petit peu, on en a parlé tout à l'heure. Et comment on peut savoir qu'on a un bon sommeil ? Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qu'on perçoit, ce qui est réellement. Donc, c'est quoi vraiment un bon sommeil ? Alors, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre, parce qu'il n'y a pas de formule à la carte, en fait. Il n'y a pas de réponse parfaite qui serait adaptée à n'importe qui. Chacun a son propre sommeil. Au même titre, il y a des petits mangeurs et des gros mangeurs. Il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs. Ouais. Il y a des gens qui sont plutôt du soir, il y a des gens qui sont plutôt du matin. Donc, en fait, pour juger du bon sommeil, on va plutôt demander le ressenti subjectif, la perception qu'en ont les gens. Donc, un bon sommeil, je pense que c'est un sommeil qui vous permet de vous lever le matin et d'avoir l'impression d'avoir une nuit qui est récupératrice, premièrement. Okay. D'avoir eu l'impression d'avoir une journée dans laquelle vous êtes en forme. La concentration est bonne, vous n'avez pas trop de somnolence. Et d'avoir le sentiment d'avoir un sommeil qui est non fragmenté, qui est profond, en fait, en quelque sorte. Vous avez l'impression que votre mental, votre cerveau a le temps de récupérer, qu'il a le temps de se déconnecter un petit peu pour, en fait, récupérer. Donc, c'est ça. Oui. Moi, quand je me lève le matin, j'ai encore envie de rester dans mon lit, j'avoue. Moi aussi, je vous rassure. Je sais pas si c'est un bon sommeil ou pas. Vous savez, on est aussi maintenant dans des modes de vie qui nous demandent d'être à 100% tout le temps. On doit se lever tôt le matin. Et donc, de temps en temps, en fait, ce sont des modes de vie qui ne sont pas en adéquation nécessairement avec nos besoins de sommeil. On en parlait un peu en off du mode de vie qu'on s'impose en fait à chacun, c'est qu'on a un rythme de vie, on bosse. Si on travaille aussi dans le médical, les soignants, enfin on n'en parle pas assez, on va faire une émission sur le burn-out des soignants, mais j'avoue que depuis le Covid, on n'a pas arrêté. Et c'est vrai que ça aussi, faut pouvoir bien gérer son temps et comme vous disiez, avoir une bonne hygiène de vie finalement, parce que si on l'a pas... C'est global en fait. C'est ça, c'est vraiment général. Parce que si on fait pas ça, si on s'impose pas d'avoir une bonne... On s'oublie en fait. Et puis le burn-out, oui, bien sûr. Et il y en a. Et il y en a de plus en plus. Il est sous-estimé, clairement, mais il est bien présent malheureusement. Je pense que ce qui est très intéressant aussi et très important, c'est d'avoir un équilibre correct entre le professionnel et le plaisir. Il y a beaucoup de patients qui ont des difficultés de sommeil de type insomnie, qui en fait, sur leur quotidien, n'ont que des obligations, que des tâches répétitives, routinières, professionnelles ou autres. Et en fait, ne trouvent non plus assez de plaisir dans leur quotidien. Et donc, du coup, ils ont cette fatigue persistante qu'ils attribuent à des problèmes de sommeil, mais qui est en fait probablement dû à un quotidien qui est ennuyeux. Oui, on est d'accord qu'il peut y avoir d'autres facteurs. Mais évidemment, on a des troubles du sommeil. Enfin, en tant que psy, moi je ne peux pas dire que c'est évident. C'est comme la fatigue. Oui. Un patient qui vient en consulte et qui dit je suis fatigué, j'ai un syndrome d'apnée du sommeil. Bien sûr que non. La fatigue, il y a parfois tu peux être dépressif, de causes, tu peux être apathique et fatigué tout le temps parce que tu es déprimé. Mais évidemment, parce qu'il y a un conflit familial, parce qu'il y a des problématiques. Il y a des patients qui travaillent énormément. Il y a des personnes qui ont besoin financièrement d'avoir 3 professions. Mais si on travaille et qu'on a 3 professions sur la journée, ce serait pas normal de pas être fatigué. Donc la fatigue, elle est liée à plein de choses, elle est multifactorielle. Donc de nouveau, faut pas réduire et dire apnée du sommeil égale démence, par exemple, ou bien fatigue égale syndrome des apnées du sommeil. Pas du tout. Mais d'où l'importance vraiment de poser des questions et un petit peu d'orienter, de rediriger le patient en fonction de sa problématique. Et comme disait Clément, on peut pas faire... Il n'y a pas un package en fait. On peut pas... à tous les patients, adresser la même prise en charge, c'est pas possible parce qu'on est tous différents. Voilà, c'est ça. Et on a une hygiène de vie tous totalement différentes et une philosophie de vie différente et tout ça, bien sûr que ça joue. Les gens qui ont un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, c'est des gens qui vont avoir moins de troubles du sommeil.
souvent en tout cas, des gens plus sensibles vont avoir plus de troubles du sommeil parce que c'est les gens qui sont plus sensibles, qui sont comme des éponges. Ils vont absorber, puis il y a un moment où ils n'arrivent plus à absorber. Moi, je me souviens qu'à un moment donné de ma vie, de ma carrière, je me suis dit, moi, c'est fini, je finis à 16h. Mais ouais, c'est difficile. Fini, je m'arrête à 16h et je veux plus rien savoir. J'ai pris un secrétariat en ligne, je me suis dit, non, j'avais besoin de me préserver et j'ai besoin de me prendre soin de moi et de voir ma famille, d'être avec ma famille. C'est hyper important. Pas bosser jusqu'à 20h au soir. C'est ce que tu disais. Hein. Et donc, il y a vraiment ce côté où il faut aussi connaître ses limites. Exactement. Et ce qui est très important, c'est d'avoir une période tampon, en fait, entre le moment où on va se mettre au lit et la fin de la journée professionnelle, obligation. C'est hyper important. Ce qu'on appelle une routine de coucher. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en consultation et qui, en fait, travaillent jusqu'à 21h, 21h30. Je dis travail, c'est professionnel, mais c'est s'occuper des enfants, c'est faire la cuisine, c'est faire le ménage, etc. Et puis, bien sûr. La seconde et puis, en fait, ça. une demi-heure après ou 20 minutes après, ils se mettent au lit et ils espèrent arriver à dormir à ce moment-là. En fait, parce que t'es KO, en général. Évidemment. Mais c'est pas... Oui, il n'y a pas de transition, quoi. Voilà. Il faut préparer le sommeil. Il faut diminuer un petit peu le régime d'activité pour que l'organisme se mette dans des dispositions qui sont propices à l'endormissement, en fait. C'est vrai que si tu es en hyperactivité, que tu n'arrêtes pas depuis le matin, au final, à quel moment tu peux dire « Oh, stop, je m'arrête, là, je me pose, je prends un livre, voilà. » Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. On voulait aussi savoir un petit peu, on entend souvent parler du cycle du sommeil. C'est quoi les différents stades de ce cycle du sommeil ? Ok. En fait... Quand on s'endort, l'organisme passe dans toute une série de changements, que ce soit au niveau respiratoire, cardiaque, au niveau musculaire, etc. Et on va généralement retrouver 2 grandes catégories de stades de sommeil. On va avoir les stades de sommeil de type lent, qui seront composés de 3 stades, selon la profondeur du sommeil. On va avoir le stade N1, N2 et N3, qu'on considère comme étant le stade de sommeil lent profond, qui va être caractérisé par un ralentissement de l'activité du cerveau, un relâchement des muscles, une diminution du rythme de la respiration et du rythme cardiaque. Et une fois que ces 3 stades de sommeil sont passés, les personnes vont rentrer dans ce qu'on appelle du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, en fait, va être caractérisé par une suractivité du cerveau et une paralysie musculaire. D'où le paradoxe. Le cerveau est très actif, le corps est inactif. Et un cycle du sommeil, en fait, c'est le passage par ces 4 stades de sommeil qui durent généralement de l'ordre de 90 minutes au fur et à mesure d'une nuit. Et donc, ces cycles vont se répéter, en fait, jusqu'à 4, 5, 6 fois selon les personnes et selon la durée du sommeil. Ouais. Donc, du coup, on peut avoir plusieurs cycles, bien sûr, au cours d'une seule nuit. Exact. Oui. Et parfois, les personnes qui peuvent avoir des difficultés, du coup, elles ont quoi, que les mêmes cycles ou que les mêmes phases, c'est ça ? Alors, par exemple, si quelqu'un qui souffrirait d'apnée du sommeil sévère, son sommeil va être marqué par beaucoup de micro-réveils, donc des petites réactivations du cerveau qui va venir perturber en fait le passage par les différents stades de sommeil. Et donc, son sommeil pourrait être moins profond et il pourrait être moins récupérateur en fait de cette façon-là. Du coup, parce qu'il est moins profond et qu'il reste... Il reste plus en surface. Et son cerveau, docteur, le réveille parce qu'en fait, il doit respirer. Tout à fait. C'est ça. Maintenant, les patients, par exemple, là on prend l'exemple du syndrome des apnées du sommeil, c'est des patients, effectivement, Clément expliquait bien les cycles, qui n'ont pas de vrai cycle en fait, finalement. Parce que c'est des patients qui, quand le corps demande d'entrer en sommeil profond, il y a une impossibilité parce qu'il y a un arrêt de la respiration qui perturbe tout. Et donc, voilà. Donc, le patient, à ce moment-là, envoie un message, si vous voulez, au cerveau, ce qu'on appelle le micro-éveil, qui dit « Allez, lève-toi maintenant, tu as arrêté de respirer, tu dois reprendre ta respiration. » Et donc, la respiration est reprise et on repart jusqu'à la prochaine apnée. Et ça coupe le sommeil, ça le fragmente. Et donc, ça empêche une structure normale. Si on n'a pas de sommeil profond, on ne récupère pas. D'où l'importance de traiter l'apnée du sommeil. Évidemment. Il y a d'autres troubles qui existent que l'apnée du sommeil. De manière générale, du sommeil, les troubles les plus généraux. Mais donc, il y a le syndrome des apnées du sommeil. Il y a différents types de syndrome d'apnée du sommeil. Et les traitements, il y a la fameuse machine qu'on appelle la pression positive. C'est une machine qui va délivrer de l'air à une certaine pression pour qu'au niveau du cou, il n'y ait pas de fermeture des voies aériennes, parce que c'est ce qui se passe en tout cas pour les apnéiques qui ont une apnée qu'on dit obstructive. Il y a comme type de troubles du sommeil de manière totalement différente. Donc, ce qu'on appelle donc, les troubles du sommeil au sens large, donc les insomnies d'endormissement, les insomnies de maintien. Il y a plein de types d'insomnie, on ne va pas les citer. C'est pas pour ça que ce qui est important, c'est le message global. Il y a des maladies plus rares dans les maladies de sommeil. Donc, vous parliez de la narcolepsie, c'est des maladies rares, mais souvent, tout ce qui est rare est attrayant, attirant. Et donc, oui, c'est des maladies qui sont...
grave, hein, dans le sens où c'est des maladies qui vont handicaper la vie du patient. C'est des patients qui s'endorment brutalement. Ouais, c'est vrai que dans toute ma carrière, j'ai eu un narcoleptique. C'est incroyable, on les oublie pas hein, quand on les a. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous lui parlez, puis d'un coup, pout. Et donc, dès qu'on parle d'un truc de... Mais c'est lié aussi aux émotions. Aux émotions. Mais pas que, mais aux émotions aussi. Ouais. Mais c'est horrible, ces patients. Ouais, parce une qu'ils émotion s'endorment. forte, pouf. Il tombe. Il y a une vidéo sur YouTube avec un chien narcoleptique, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Un vrai chien narcoleptique. Trop fort. C'est incroyable. Enfin, soit. Si vous voulez aller voir, comme ça, vous verrez ce que c'est que la narcolepsie. Il y a entre autres la narcolepsie, c'est rare, mais ça existe. Il y a dans l'autre, donc à l'autre opposé, donc ce qu'on appelle les hypersomnies. Donc il y a des gens qui ont des maladies du sommeil qu'on appelle l'hypersomnie, donc qui sont hypersomniaques et pas insomniaques comme disait Clément. C'est des gens qui ont besoin de dormir 14 heures et qui ont énormément de sommeil profond. Mais les ça pauvres, aussi, on ne doit pas les croire, je crois. Ça doit être horrible d'avoir ça. Ça passe beaucoup pour de la paresse. Mais oui, tout à fait, on leur dit que c'est de la paresse. Et pendant des années, on passe à côté du diagnostic et on dit mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu un 14 patient heures. comme ça. Lui, il avait carrément, c'était une maladie génétique qui faisait qu'il dormait beaucoup. Mais oui, mais c'est ça. Et du coup, à cause de ça, on le traitait de fainéant depuis qu'il était petit. Beaucoup, et quand il a découvert, mon Dieu, il était content et en même temps, il se dit sont souvent dépressifs. Années... Hein. Ils sont souvent dépressifs ces patients parce qu'on minimise, on dit que ils font semblant, qu'ils sont paresseux, ils sont pas concentrés à l'école, mais parce qu'ils ont dormi que 10 heures et qu'ils ont besoin de dormir de 14 heures. Donc oui, tout à fait. C'est des gens qui doivent prendre des médicaments, qui doivent se réveiller la nuit pour prendre ces médicaments. Donc il y a pas mal de troubles du sommeil au sens large, qui en sont tout cas, effectivement, quoi. Et qui peuvent être handicapants. Ouais. Alors, on doit faire une toute petite pause, donc on va à nouveau s'arrêter. On a encore quelques questions. On va parler un petit peu plus de l'apnée du sommeil juste après la pause, et peut-être aussi de l'impact psychologique des troubles du sommeil avec aussi Monsieur Le Tesson. Donc, je vous dis à tout de suite dans Santé pour tous. On parle du sommeil. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour. Alors, il nous reste que 10 minutes. Je suis triste parce que j'ai encore plein de questions à poser à nos invités. Nous aussi. Ah, voilà. Moi, je voulais quand même savoir, on va parler un peu des écrans quand même, Dr Guy, parce qu'il y a quand même une idée qui veut que les écrans impactent négativement le sommeil. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. En quoi c'est vrai? Mais donc, de manière, on va dire, générale, les écrans au sens large, hein, donc télévision, tablette, parce que malheureusement, on est tous sur nos écrans. Téléphone. Ouais. Incluant les enfants, bien sûr, téléphone, des enfants à 10-12 ans, ils ont maintenant un téléphone, hein, et ils sont dessus tout le temps. Bien sûr que ça impacte. Donc, on parle... dans les livres, souvent d'un type de lumière, mais c'est les différentes lumières qui vont impacter le fonctionnement, on va dire, cérébral et qui vont entraîner une hyperstimulation du cerveau. On va dire ça comme ça. Et cet état d'hyper-éveil ne met pas dans des bonnes conditions pour s'endormir. C'est pour ça que dans une chambre, chez par exemple un patient qui a, de manière générale, mais surtout chez des patients qui ont des troubles du sommeil, qui ont des difficultés pour dormir, il ne faut pas de télévision. Ça, c'est le premier truc à absolument éviter. Il faut évidemment, si je dis pas de télévision, pas de tablette et un film sur Netflix ou je ne sais quoi, pas sur l'ordinateur, pas sur le téléphone non plus, pas sur l'ordinateur, donc il ne faut pas d'écran du tout. Il faut vraiment associer la chambre au sommeil. Mais donc avant d'aller dormir, en fait, il faut éviter de regarder des idéalement, écrans. Oui. Ouais, d'accord, ok. Idéalement. Ça revient un petit peu avec ce que vous disiez par rapport au fait d'avoir une transition, c'est-à-dire de ne pas être hyper stimulé. Tout à fait. Avant d'aller dormir. Tout à fait. C'est ça, hein, Monsieur Le Tesson, que vous disiez. Il y a un lien avec la lumière aussi, hein, c'était juste la petite chose, parce qu'on parle de mélatonine, etc. Bien sûr, la nuit, quand il commence à faire noir, donc la concentration de mélatonine, parce qu'on en produit dans le corps, donc elle augmente progressivement. Le fait d'être sur des écrans va impacter sur cette production, entre guillemets, de mélatonine et nous mettre, entre guillemets, dans des moins bonnes dispositions aussi pour dormir. Donc c'est pas anodin quand on dit qu'il faut pas d'écran pour s'endormir. Donc il y a des patients qui diront « mais moi docteur, voilà, moi si j'ai pas la télé, je m'endors pas ». Alors ces patients-là, s'ils s'endorment et qu'ils n'ont pas de troubles du sommeil, pas d'insomnie, moi, j'ai aucun souci. Par contre, si on vient avec des troubles du sommeil de type insomnie et qu'on fait ça, c'est vraiment une des premières choses. De toute façon, donc Clément parlera et voilà, et il dira stop. Ça, c'est le truc que moi, j'ai pas l'impression que c'est le fait de regarder la télé qui endort les gens. Je crois que c'est plutôt le fait c'est comme un doudou. Ils entendent une présence. Une présence. Ouais, tout à c'est le fait de parfois être seul et de se dire ça fait du bruit, ça parle tout à fait. autour de moi. Donc c'est plus un travail. Et puis ça occupe l'esprit en fait. Ça occupe l'esprit. Tout à fait. Ça occupe l'esprit, ça ne c'est pas confronte le silence. Voilà, ça ne confronte pas aux pensées, ça ne confronte pas aux ruminations. Il faut voir l'hygiène de vie qu'ils ont eu pendant l'enfance. Si on petit s'endormait dans le bruit, s'endormir dans le calme, ça ne marche pas. Ça va les stresser, ça va les angoisser. Donc, clairement. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, Monsieur Le Tesson, pour améliorer la qualité de notre sommeil?
C'est une très bonne question. En fait, il faut déjà savoir que la qualité de vos nuits va se construire dans la journée d'avant. Donc en ayant des activités qui sont variées, qui sont plaisir, des activités sportives par exemple, et ce genre de choses. J'ai parlé de la routine de coucher qui est vraiment très importante. Le docteur Rougui a parlé également du problème des écrans, donc éviter tout ce qui est écran et ce genre de choses. C'est très important aussi de faire attention à nos consommations. Par exemple, la caféine. La caféine qui a un impact qui est beaucoup plus long que ce qu'on croit. On parle de 6 à 7 heures pour se débarrasser d'une bonne partie de la caféine dans notre organisme. Et donc, en fait, prendre du café après le repas du soir ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est contre-productif avec le sommeil. La théine aussi, non? La théine aussi, Oui, tout à fait. On oublie d'ailleurs souvent ça. Parce que nous, on boit plus du thé le soir. Donc, donc le vrai thé, la théine, c'est pas bon. Et pour la petite info, même dans le chocolat noir, il y a des excitants en fait. Donc, oui, chocolat au lait, ça passe Chocolat au lait. Parce que moi, je prends les noisettes. Plus c'est noir, plus il y en a, pardon. Ah bon, alors ça va, c'est bon, j'aime pas le noir. Donc voilà, il faut se préparer au sommeil. C'est un état qui se prépare et il faut créer son petit temple. Après, je sais que quand même manger tard le soir, c'est pas à prohiber. Voilà, c'est ça, parce que notre système digestif se met en route et du coup, c'est vraiment une hygiène en fait, vraiment à différents niveaux. Autant il faut cette petite pause avant de dormir, où on se met un petit peu dans des prédispositions pour bien dormir, autant il ne faut pas aller manger à 22h. 23 heures, c'est beaucoup trop tard. Pas aller boire du café après 18 heures, par exemple, ça c'est ou du thé, oui. Ouais, parce qu'on a des patients qui boivent qui vident une théière sur la soirée. Ouais, moi je leur pose la question. Donc, vous buvez beaucoup de thé? Il me dit comment vous savez? Ah ben voilà. Mais donc tout ça, je bois du thé, mais ça va, c'est normal. Non, mais tout ça, c'est tous des petits conseils en fait. Bien sûr. Et pris c'est une accumulation de mauvaises habitudes qui ensemble, qui cumulées, aboutissent au problème. Donc si on corrige ces différentes choses, je vous garantis. Nous, on voit les patients en consultation. Vous voyez ça les patients que s'ils suivent vos conseils, leur sommeil va beaucoup mieux déjà. Bien sûr. Sans médiquer, par exemple. Bien sûr, certainement pas avec la médication. Dans le cas de l'insomnie, la médication ne viendra qu'en phase aiguë, vraiment pour aider un peu le patient à retrouver un peu de stabilité. Et puis après, on va essayer de comprendre les causes de l'insomnie et petit à petit essayer de rétablir les cycles normaux du sommeil. Vous n'êtes pas vraiment pour une médication? C'est important dans certaines situations, en fait. Donc, l'insomnie au sens large, si par exemple vous êtes insomniaque parce que vous avez perdu quelqu'un de votre famille par exemple, ou une tragédie dans une famille, bien sûr qu'il va y avoir un impact sur le sommeil, et donc transitoirement bien sûr qu'on peut prescrire quelque chose. Mais je dis bien transitoirement, c'est normalement on prescrit et on fait une prescription de 30 jours par exemple, pour être sûr que le patient ne puisse pas garder cette habitude, et puis il faut un suivi. Mais dans 90% des cas, quand on a des insomnies, une prise en charge non médicamenteuse fonctionne bien mieux que les médicaments. Donc si on sait éviter, bien sûr que c'est mieux. Maintenant, un patient qui a des troubles psychiatriques, qui a une maladie psychiatrique, non, on n'est pas du tout dans les mêmes profils. Donc il faut rester raisonnable, évidemment. Et puis là, on a besoin de l'aide aussi des psychiatres à ce moment-là, évidemment. La médication ne viendra pas soigner les causes en fait du problème de sommeil. Tout à fait. Donc ça va venir un peu masquer les symptômes et après ça, il faut essayer de travailler en parallèle sur les causes. Ouais. Alors, notre émission se termine. Ça a été trop vite, on s'est bien amusé. Franchement, c'était très chouette. J'ai appris plein de choses. Vous retrouverez le podcast, de toute façon, de notre émission sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Donc, je remercie nos invités, vraiment, d'avoir été parmi nous. Un petit conseil, vite fait, parce qu'on doit clôturer. Chacun, un petit conseil pour nos auditeurs? Un bon équilibre dans la vie, tant au niveau professionnel que personnel. Apportera beaucoup de choses et résoudra beaucoup de choses. Au niveau du sommeil. Je ne l'aurais pas dit mieux, mais à chaque problème, une solution, et il y a toujours de l'aide quelque part. Donc il ne faut pas avoir peur de venir chercher de l'aide pour des difficultés de sommeil. Je rappelle que nos professionnels travaillent à la clinique Saint-Jean, donc Dr Rougui et Monsieur Le Tesson. Voilà, à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.